première table ronde de ce congrès. Après cette très belle introduction de Yoann, qui nous a déjà posé pas mal d'éléments. La question qui est posée pour cette table ronde, c'est de savoir si la musique est un droit culturel. Alors oui, voilà, on ne va pas laisser le suspense durer plus longtemps. Effectivement, je pourrais vous dire merci, bonsoir, merci d'être venus, si nombreux et nombreuses, pour assister à cette table ronde. Non, bien évidemment, je plaisante. On a quand même une table ronde à faire, tout ça pour comprendre comment on s'en saisit dans nos quotidiens, comment on le traduit, pour répondre à quels enjeux, pour faire face à quelles problématiques, et comment finalement les droits culturels dans le domaine musical fait levier dans nos pratiques. Et pour ça, on a 3 témoins qui ont accepté de venir témoigner. Donc Stéphanie Thomas, directrice de l'Antipode, ici présente. Juliette Abric, qui est alors responsable adjointe du département musique à la BML, donc Bibliothèque municipale de Lyon. Et puis enfin, Laure Offray, qui est responsable de l'action culturelle pour les bibliothèques de Rennes. Et pour ma part, eh bien, je suis Anne Aubry de Réseau Culture 21 et j'ai été sollicitée pour animer cette table ronde. Réseau Culture 21, c'est une association qui, maintenant depuis plus de 10 ans, développe des méthodes et des outils pour venir accompagner à la traduction de ces droits culturels dans les politiques publiques. Voilà. Donc notre rôle à nous, c'est de faire coïncider les principes éthiques qui sont portés dans les droits culturels et trouver leur effectivité dans les pratiques quotidiennes des politiques publiques, quelles qu'elles soient. Et on m'a chargé aussi de poser un petit propos liminaire, introductif sur de quoi on parle quand on parle de droit culturel. Donc je vais tâcher de poser quelques éléments en une petite dizaine de minutes pour ensuite laisser place au témoignage de mes consoeurs. Voilà. Donc, quand on parle de droit culturel, de quoi on parle ? Eh bien, peut-être qu'il faut redire, dans un premier temps, que les droits culturels font partie des droits humains fondamentaux tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et dans ce texte-là, dans ce texte cadre, il est bien question de reposer ces droits fondamentaux comme étant le socle de nos démocraties. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas y avoir de démocratie sans ces droits humains fondamentaux. Et on comprend très très vite pourquoi, quand on se penche un peu sur ces textes de droit. Il y est bien question de la reconnaissance de l'existence de chacun et chacune, de la place et du rôle de chacun et chacune dans une vie commune, avec une attention du coup très accrue à toutes ces formes de non-reconnaissance, d'humiliation, d'invisibilisation, toutes les formes de domination, voire de prédation des personnes et des milieux. Voilà de quoi il est question, parce qu'on sait que toutes ces formes-là de domination, de prédation viennent fragiliser nos démocraties et que justement la question est de savoir comment on aiguise notre regard sur tout ce qui vient fragiliser nos démocraties. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on sait ça d'expérience profonde. Yoann nous en a parlé tout à l'heure aussi, que ça conduit irrémédiablement à des formes de violence, voire de destruction des personnes et de nos milieux. Dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le principe éthique qui est porté semble très bien synthétisé dans l'article 1er qui rappelle que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Avec cet article 1er, nous avons bien une attention portée à chaque
personne, mais aussi une attention accrue portée sur les relations qu'on entretient les uns aux autres. Et ça fait un principe éthique fort. Et heureusement, il n'y a pas que ça non plus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Suivent en dessous de ce principe éthique fort tout un ensemble de droits qui relèvent à la fois de droits civils, de droits politiques, de droits économiques, de droits sociaux et de droits culturels. Et donc, les droits culturels ne sont pas des droits qui émergent uniquement maintenant parce qu'on en parle dans le débat public, mais sont bien au cœur du système des droits humains fondamentaux. Pour autant, eh bien, on peut considérer que c'est le parent pauvre de ce système des droits humains fondamentaux et que justement, il y a à venir clarifier ce que sont ces droits pour justement pouvoir s'en saisir plus fortement, parce qu'on sait que la non-reconnaissance de ces droits qui sont posés comme indivisibles et interdépendants pousse justement à venir de façon très accrue, venir poser des regards sur ce qui vient fragiliser une société démocratique. Donc le parent pauvre de ces droits fondamentaux, justement, il y a un groupe de travail basé à Fribourg en Suisse qui s'est penché dessus, qui a été missionné pour justement venir clarifier ce que sont ces droits et clarifier surtout leur importance dans le système des droits humains fondamentaux. Qu'ont-ils fait ? Donc ce groupe de travail est composé de chercheurs universitaires, mais aussi de membres d'ONG à l'international, coordonnés par le philosophe Patrice Meyerbeer. Leur premier travail a consisté à venir ratisser dans l'ensemble des textes de droit internationaux ce qui pouvait relever de droits culturels, justement, et redonner du sens à ces droits dans le système des droits humains fondamentaux. Donc leur premier travail a consisté à reposer une définition anthropologique de la culture pour justement encore plus percevoir le sens de tous les droits qu'on pouvait émettre en termes de droits culturels. Donc la définition qu'ils donnent de cette culture à l'article 2 de la Déclaration des droits culturels est dit que le terme culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Cette définition est capitale parce qu'on voit avec elle, à travers elle, que la culture n'est plus un nuage qui flotterait au-dessus de nos têtes auquel il faudrait accéder, mais que reconnaître un être humain comme un être humain, c'est lui reconnaître cette capacité à être un être culturel et à développer justement à travers ce qu'il cultive, ce que ces personnes cultivent seules et en commun, des valeurs, des convictions, des croyances, des arts, des langues, des institutions, etc. etc. À la suite de cette définition anthropologique de la culture, un ensemble de droits sont énoncés. Là, je vais, pour être plus rapide, vous les présenter sous 3 ensembles de droits. Un premier ensemble de droits qui est relatif au fait que chaque personne puisse, ait la capacité, même les conditions, et se sentir légitime à se construire tout au long de la vie. Yoann, je pense, l'a très bien évoqué dans la conférence juste avant, puisse se construire toute la vie en interaction avec une diversité de ressources culturelles, et ce, en comprenant aussi l'épaisseur du temps, l'histoire, l'expression des héritages et des transmissions que nous avons dans ces ressources culturelles. Et donc nous avons à la fois le droit à l'identité, le droit à la diversité et le droit à l'expression de ces héritages, le droit au patrimoine, matrimoine. Deuxième ensemble de droits, qui est tout à fait cohérent à la suite de ces 3 premiers droits posés, un ensemble de droits relatifs au fait de pouvoir cultiver des savoirs et le faire savoir au travers le droit à l'éducation et au droit à l'information. Donc compris comme des droits culturels, on va les comprendre comme
comment chaque personne est comprise comme porteuse de savoir et même en capacité à apprendre constamment tout au long de sa vie. Et quand je dis considérée comme capable d'apprendre, c'est au double sens du terme, à la fois livrer des savoirs, délivrer des savoirs, en échanger, mais aussi en recevoir. Idem pour le droit à l'information, compris comme un droit culturel, et à l'heure actuelle c'est d'autant plus précieux, c'est comprendre, travailler à comment on cultive l'information, donc comment on la produit, comment on la diffuse, comment on la fait circuler, et venir lutter contre tout ce qui nous empêche finalement d'accéder à une pluralité de sources d'informations. Qu'est-ce qui nous empêche aussi de développer notre esprit critique et travailler le droit à l'information comme vraiment profondément un droit culturel. Troisième ensemble de droits relatif au fait que les personnes s'organisent entre elles pour pouvoir à la fois approfondir des ressources culturelles, les développer, les transmettre. C'est le droit à la communauté, à faire commun. Je pense que là, vous en constituez une belle communauté, par exemple, les uns les autres, mais aussi on a vu à travers le témoignage de Yoann comment la notion de communauté était forte, comment on s'organise pour cultiver des communs. Ce qui nous pousse à poser immédiatement aussi le droit à la participation à la vie culturelle, et enfin le droit à la coopération qui nous permet d'avoir un regard plus précis sur comment on s'organise pour prendre des décisions, comment finalement, qu'est-ce qui fait autorité, comment on travaille cette question de l'autorité, des règles communes qu'on se donne pour œuvrer les uns les autres avec des places et des rôles qui sont comprises et reconnus comme tels dans un écosystème assez vaste qui est nécessaire et qui soutient finalement le fait de cultiver des ressources culturelles. Voilà pour ce qui est en gros les premiers éléments qu'on peut poser sur les droits culturels. Il y est bien question d'enjeux de démocratie à travers le regard accru qu'on peut avoir sur les formes de domination, voire de prédation dans une société. Et notre rôle à nous, ce qu'on fait depuis 10 ans, c'est finalement venir travailler à la traduction de ces principes éthiques portés dans les pratiques exercées en politique publique. Et justement, là, je peux témoigner d'une démarche tout à fait récente qui s'est menée à la Bibliothèque municipale de Lyon. Donc comment on procède finalement en termes de méthode? On base notre méthode sur l'analyse de la pratique faite par les acteurs et les actrices de terrain. Donc ils choisissent des actions, des pratiques qu'ils ont envie d'analyser de près au regard de ces 8 droits culturels pour en tirer à la fois des enjeux, des problématiques et des leviers d'action. Donc l'objet de... Il y a un atelier qui est organisé cet après-midi sur l'exploration des enseignements qui ont été collectés et j'allais dire capitalisés au sens noble du terme, au travers d'un ouvrage ici, et dont ce sera l'objet d'exploration cet après-midi avec le groupe qui viendra à l'atelier. Et sans plus attendre, maintenant, je vais laisser la parole à nos témoins du jour, en commençant peut-être par notre hôte, que je remercie d'ailleurs chaleureusement et vivement de cet accueil, Stéphanie Thomas. Donc comment vous, dans votre structure, vous êtes saisie de cette notion-là des droits culturels et pourquoi, voilà, qu'est-ce que ça a apporté de s'appuyer sur ces fameux droits culturels pour œuvrer au quotidien? Merci, bonjour à toutes et tous et merci à vous d'avoir choisi l'Antipode pour venir faire ces rencontres-là aussi. Donc moi je m'appelle Stéphanie, je dirige une association, c'est important de le préciser parce que ça va venir intervenir dans la thématique de ce matin. C'est une association qui existe depuis 1967, elle s'appelle Antipode MJC Rennes, et donc dans notre titre d'association il y a MJC, pour Maison des Jeunesses et des Cultures, on a un petit peu transformé l'acronyme justement au regard des droits culturels, avec l'idée de se dire qu'on n'est pas de la culture mais des cultures, parce qu'en fait en tant qu'association d'éducation populaire, notre enjeu c'est d'accueillir les personnes dans toute leur diversité, dans toutes
tous ce qu'elles sont, et de façon inconditionnelle. Je crois que c'est un mot qu'on va retrouver beaucoup ce matin, l'inconditionnalité. Donc, je pense que c'était important de commencer par ça. Et puis aussi par dire que finalement, la question de l'éducation populaire, qui est donc une des valeurs qu'on porte très fort, nous, dans l'association Antipode MJCRN, c'est une notion qui vient vraiment, je pense, très très fort coller à la question des droits culturels, puisque l'idée, c'est bien de partir de ce que sont les personnes, pour les amener sur un parcours d'émancipation à travers des activités, à travers des rencontres, à travers des échanges, à travers des liens et de l'humanité qui se crée dans une association, dans un lieu comme celui-là. Et donc, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que les deux notions sont très 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 fortement liées. Il faut que je vous raconte un petit peu quand même ce qu'on fait ici et comment on est arrivé ici. Je pense que c'est important aussi pour que vous ayez un panorama un peu global. Donc, comme je vous le disais, l'association date de 1967. Elle était dans un quartier prioritaire de la ville, un petit peu plus bas, dans Clenay. Peut-être que vous avez visité en arrivant en métro. Et puis, l'association s'est développée au fur et à mesure et puis a travaillé notamment un objet artistique, la musique, les musiques actuelles, jusqu'à obtenir un label d'État qui s'appelle le label SMAC, donc pour scène de musiques actuelles, qui est un label en fait qui permet à l'association de dérouler selon un cahier des charges et des missions un projet artistique et culturel. Dans ce projet artistique et culturel, on va retrouver de l'action culturelle, de l'éducation artistique, on va retrouver de l'accompagnement artistique et donc un soutien à la création et un accompagnement des artistes locaux et régionaux et évidemment de la diffusion. Cette salle est une salle de diffusion de musiques actuelles. On peut replier le gradin et ça fait une grande salle de 1000 places. Le club en est une aussi. Et en fait, on a décidé non pas d'aborder la musique comme un art qui, du coup, venait s'inscrire, ce que tu disais tout à l'heure, dans une dimension très malheusienne des choses où, en gros, il faut que les personnes y accèdent, mais plutôt de s'appuyer sur la musique en se disant c'est comme un objet qui va permettre de réaliser ces parcours d'émancipation à travers ce gros équipement qu'est l'Antipode. Il y a 5 années de ça, la ville de Rennes et puis d'autres partenaires financiers ont décidé de nous construire ce très beau bâtiment pour venir abriter et le projet de la bibliothèque Antipode, bibliothèque médiathèque, et l'association. Et l'idée, c'était aussi de lier nos deux histoires, donc un service public d'un côté, et puis une association donc de droit privé de l'autre, d'intérêt général, de les lier pour justement faire que ces parcours puissent se réaliser à une échelle encore plus grande, plus importante, à l'échelle de la ville, de la métropole, du département, de la région. Donc on a eu la chance d'avoir ce bâtiment-là qui a émergé. Et puis on a travaillé aussi, je regarde Malik puisqu'il était... il connaît bien l'histoire aussi. On a travaillé aussi avec la bibliothèque pour joindre vraiment humainement aussi nos histoires à travers des postes mutualisés. Donc on a plusieurs personnes à l'Antipode qui travaillent et pour la bibliothèque et pour l'association dans l'idée justement de faire des ponts entre nos deux projets. Ça peut aller assez loin. Par exemple, ce week-end, c'est arrivé jusqu'à une co-création puisqu'on a travaillé sur un projet de la bibliothèque, des bibliothèques, qui s'appelle Les Petits Bouquineurs. Peut-être tu vas en parler après, je ne sais pas. Mais, et sur Les Petits Bouquineurs, en fait, l'idée, c'était de s'appuyer sur un livre d'une autrice qui s'appelle Jeanne McCain, qui est une autrice jeune public. Nous, on est allé chercher des musiciennes. Et on a proposé à ces musiciennes de venir du coup illustrer le livre de Jeanne McCain et évidemment on avait aussi quelqu'un qui était venu mettre en image en fait son livre et donc ça a donné un spectacle qui a été diffusé ici ce week-end. C'est une création donc on était en première internationale samedi à l'Antipode et pour le coup, on voit bien la puissance en fait que ça a de lier ces deux histoires-là. Je m'écarte un petit peu peut-être de la question des droits culturels et en même temps, je pense que ça en fait partie aussi. C'était au cœur, voilà. Je pense aussi des droits culturels, c'est cette question des relations en fait. Et peut-être justement dans la question des relations, on a aussi d'autres enjeux en commun et notamment on travaille un fil rouge
toutes les saisons, donc nous on travaille en saison de septembre à août, toutes les saisons on a un fil rouge d'équipement qui est travaillé à la fois avec l'équipe de la bibliothèque, l'équipe de l'Antipode, de l'association ensemble, qui va du coup venir nous guider sur l'ensemble des activités qu'on va faire à la saison. Cette année, c'est cultiver la joie. L'année prochaine, on s'oriente vers un fil rouge qui va être choisi demain, parce qu'on a déjà fait tout ce travail de défrichage. Mais en fait, en s'appuyant sur ce fil rouge-là, on a aussi des leviers justement pour activer nos 2 projets singuliers, le service public et l'intérêt général, dans une dimension de droit culturel, pour aller chercher des activités, chercher des endroits où on sait qu'on va pouvoir animer et les lectrices et les lecteurs de la bibliothèque et les personnes qui fréquentent l'Antipode, l'association en général. Et peut-être juste pour finir, donc vous connaissez bien les activités de la bibliothèque médiathèque. Il y a quand même eu la spécialisation de musique qui a beaucoup joué forcément, puisque c'est venu aussi rencontrer le projet que nous on mène avec la SMAC. Mais par ailleurs, on a mis l'accueil, nous, au centre de notre projet. Donc la relation humaine au centre du projet. Quand je vous disais tout à l'heure que la musique, pour nous, était un support, elle n'est pas au centre de notre projet, c'est bien la relation qui l'est. Et donc, à travers l'accueil des personnes, encore une fois inconditionnel, on va s'appuyer sur nos capacités à faire de la diffusion, avoir des artistes en résidence, travailler avec des groupes, avec des artistes sur des actions culturelles dans le quartier, etc., pour déployer l'activité de l'Antipode à l'échelle de ce bâtiment, à l'échelle du quartier aussi beaucoup, puisqu'on travaille beaucoup sur le quartier en proximité. Je vais peut-être m'arrêter là pour le moment, je ne sais pas. Parfaite en termes de minutage. Merci beaucoup. Justement, en termes d'action culturelle, on peut faire le lien avec toi, Laure. Bois un petit coup, si tu veux. Pas de souci. Non, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Anne et Stéphanie pour ces premiers éléments qui vont sûrement aussi se croiser. Donc moi, je représente ce matin le réseau des bibliothèques municipales de Rennes, puisque je suis responsable de l'action culturelle pour les 11 bibliothèques de très grande proximité, puisqu'on a un beau maillage à Rennes de 11 bibliothèques de quartier, plus la bibliothèque métropolitaine des Champs Libres, comme l'a dit Malik tout à l'heure. Et je vais, à ce titre, quand même parler de l'ensemble du réseau des 12 bibliothèques, puisque j'ai travaillé précédemment au Champ Libre et que j'ai partagé avec mes collègues bibliothèques Champ Libre des éléments à vous transmettre ce matin. Donc on est un réseau avec une proximité dans cette ville de Rennes. On a un maillage assez important avec des bibliothèques qui sont implantées au cœur des quartiers politiques de la ville. Et d'autres bibliothèques qui ne sont pas en quartier politique de la ville. Et à ce titre, on touche une diversité de publics, de populations. Et dans chacune des bibliothèques, on a des fonds généralistes. Alors, Stéphanie, tu précisais qu'effectivement, il y a une majeure, on va dire, à la bibliothèque Antipode avec la musique. Mais par ailleurs, on a des fonds, des collections musicales dans toutes les bibliothèques, avec cette volonté d'offrir des collections, des services de manière généraliste à toutes et à tous. Peut-être dire qu'à Rennes, on a de la chance de pouvoir s'appuyer aussi sur des données, on va dire, sociales, puisque la ville de Rennes siège dans une association qui s'appelle l'APRAS, qui est l'association pour la promotion de l'action et de l'animation sociale, et ça me paraissait important de le dire ici, en lien avec les droits culturels, parce qu'on peut s'appuyer sur des tableaux de bord pour avoir une vision assez fine de la population du quartier, puisque notre but premier est bien sûr d'accueillir tous les publics, tous les Rennais et les Rennaises de manière inconditionnelle. Ça va vraiment être le fil rouge, puisque les droits culturels, on les porte au-delà effectivement des supports ou de l'opportunité de contenu, comme on le disait, mais plutôt de relations. Et donc, les publics, comme on représente quand même des lieux de savoir aussi, quand même, moi je m'interroge souvent sur ce qu'on renvoie comme image
aux habitants en bibliothèque, médiathèque, avec des fois des biais de vision, des images désuètes, et des fois je m'interroge à titre personnel sur est-ce que chacun et chacune se sent légitime de passer nos portes. Et donc je pense que ce qui en tout cas nous anime dans les équipes, c'est de pouvoir à la fois ouvrir grand nos portes, mais aussi sortir de nos espaces, de nos rayonnages, de nos fonds et bacs de collections support. C'est aussi faire voir la diversité de notre offre, mais faire voir aussi la diversité et accueillir la diversité des publics qui fréquentent nos lieux. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on partage collectivement. Et donc à ce titre, on va dire, on a peut-être des fois des barrières ou des langages où nous, en tant que professionnels, on a l'impression d'être experts de certains sujets, et donc le risque, c'est de s'enfermer un peu dans des niches. Et ce qui nous anime, je pense, en tant qu'équipement de lecture publique aujourd'hui, et particulier en faisant référence au droit culturel, c'est justement de sortir de ces niches, de cette expertise, pour pouvoir accueillir aussi la diversité des pratiques et des cultures des publics qu'on accueille. Donc pour moi, la musique est vraiment, et je pense que c'est partagé avec les collègues qui sont dans la salle, un prétexte, mais surtout à la convivialité et à l'ouverture de nos lieux. Comment ça se concrétise, parce que c'est quand même ça le sens aussi, comment ça se concrétise dans les bibliothèques, dans les 12 bibliothèques rennaises. On le fait de manière peut-être très spontanée. En fait, je crois qu'on s'est jamais dit on va avoir une feuille de route pour cocher chaque case de ce qui concerne les droits culturels et les axes. En revanche, en préparant, là, je me suis dit que c'était assez évident de pouvoir retenir 4 orientations, puisque l'idée, c'est de permettre quand même aux personnes d'accéder à leur propre culture, mais aussi à celle des autres. Et je crois que c'est ce qui traverse nos activités, qu'ils soient libres de leur choix et dans un parcours émancipateur. Et en tout cas, ce qu'on veille à faire à l'échelle des bibliothèques rennaises aussi, c'est toujours, on a de la chance à Rennes d'avoir un très grand maillage d'acteurs associatifs, pas que, institutionnels aussi, et donc de veiller à ce que la programmation, l'action culturelle, quand on la met en œuvre, elle puisse être co-construite avec des partenaires. Je pense qu'on croisera aussi des partenaires de très grande proximité pour les collègues de la bibliothèque Antipode qui travaillent avec ceux de la MJC. Mais donc, on fait de la coprogrammation. Je pense qu'on n'a rien inventé, en effet, mais on a cette richesse sur le territoire qui nous pousse à aller vers des esthétiques aussi très différentes lorsqu'on fait du concert dans nos lieux, d'aller travailler avec différents festivals, avec des esthétiques du hip-hop, do in it, aux musiques populaires, locales, comme on parlait Youn, et de travailler avec certains acteurs plus institutionnels comme le conservatoire. Donc ça nous permet de faire des grands écarts, mais où chacun et chacune peut s'y retrouver. On avait aussi imaginé de faire appel au public dans la concertation pour imaginer certains formats qu'on peut proposer dans nos grilles de programmation. Donc on a des initiatives de concertation, de vote, de consultation des publics, voire avec des ateliers au long cours. Et je pourrais citer peut-être l'exemple d'un format qui s'appelle Pochette vinyle surprise et qui se déroule à la Bibliothèque des Champs Libres, qu'on a initié avec les collègues discothécaires il y a pas mal d'années maintenant, peut-être 7 ans, c'était avant le Covid en tout cas, où on a réuni, on a sollicité, on a essayé d'attirer un groupe d'usagers, d'usagères, c'était beaucoup d'hommes quand même sur l'espace musique, pour créer un format
mettant à l'honneur le vinyle, puisqu'on lançait un fonds de vinyle, donc on voulait y associer comment on en parle, comment on le valorise, sans que ça vienne et que ce soit de la prescription pure des bibliothécaires, mais qu'à l'inverse, soit eux qui imaginent le rendez-vous. Et c'est un rendez-vous qui existe toujours, qui a un grand succès. Je fais un petit coucou aux collègues. Voilà, c'est la difficulté peut-être de renouveler les publics, mais en revanche, voilà, on sent qu'il y a un noyau qui porte, qui ouvre avec des âges différents aussi. Donc, je vais pas m'attarder forcément sur tous les formats dont je vous parle, mais on pourra éventuellement en reparler plus longuement. C'est peut-être aussi mettre en lumière certains usagers, certaines usagères, j'aime pas trop ce mot-là, mais et en faire des portraits aussi pour qu'ils partagent eux-mêmes leur coup de cœur, qu'ils fassent découvrir leur parcours de passionnés, de mélomanes des fois. Voilà. Le deuxième grand axe, je dirais, c'est favoriser la liberté d'expression artistique. Et notamment, là, ça concerne toutes les formes artistiques, qu'elles soient professionnelles, amateurs, académiques ou non d'ailleurs. Et c'est peut-être là, à ce moment-là, de valoriser et d'offrir des outils et des moyens. Nous-mêmes, on est un équipement dans le service public, donc on peut offrir un outil pour que le public devienne actrice même de son parcours. Et donc là, il y a une autre expérience qu'on a pu mettre en place, mais qui existe aussi dans d'autres médiathèques, de scènes ouvertes, ou alors à l'occasion peut-être de fête de la musique, en tout cas de laisser vraiment la place à, et ne nous être juste en support, on va dire. Et je pense qu'après, il y a une question de confiance, de prise de risque, mais à vrai dire, on est un service public, on n'a pas d'enjeu sur un modèle économique, donc c'est vraiment notre place, à mon avis, que d'offrir des espaces de diffusion, des espaces de création, des espaces de partage, puisque la relation est... et pour le coup, c'est souvent des belles rencontres. Voilà. Donc ça, c'est les scènes ouvertes, mais il existe aussi un rendez-vous régulier depuis plusieurs années, parce que là je parle de la scène ouverte, on va en avoir une par exemple dans un quartier politique de la ville, la Champmonceau à Rennes, mais voilà, au Champ Libre il y a un rendez-vous qui s'appelle Pianissimo, où on a mis à disposition un piano, un demi-queue, qui était là, très peu utilisé, on va dire utilisé que dans le cadre de certains concerts. Et on s'est dit, mais quand même, c'est un superbe instrument, c'est un superbe outil. Pourquoi ne pas l'offrir aussi à des pianistes amateurs de manière très ouverte, comme on peut le voir en gare, hein. En fait, on est pareil, on n'a rien inventé du tout. Mais c'est toujours se dire, on y va, on se met en retrait et on offre ce que nos équipements nous permettent. Et on l'a lancé sur un créneau horaire du jeudi midi, où normalement... il n'y a pas grand monde, et en fait, voilà, c'est devenu un rendez-vous très régulier qui désormais a un vrai succès, et avec cette ligne de justement proposer à des pianistes amateurs, voilà, de rôder un programme, voilà. Donc après, il faut jouer le jeu aussi, de se lancer pour jouer devant un public qui passe, qui vient manger son sandwich, voilà. Et donc je crois qu'il y a quelque chose de la confiance qu'on offre aux musiciens et que le public rend bien aussi au public qui joue, parce que ces musiciens sont en fait des gens qui fréquentent nos lieux et qui ne sont pas professionnels. Je vais avancer rapidement pour vous parler pour moi, du troisième axe qui diffuse dans la programmation, c'est peut-être d'élaborer collectivement et en permanence le vouloir vivre ensemble. Anne, tu le disais très bien en introduction, je pense que c'est ce qui nous anime toutes et tous dans nos pratiques, dans nos métiers, mais c'est d'assurer l'écoute permanente des cultures, la rencontre de l'altérité, et même si les droits culturels, on le dit souvent,
c'est faire territoire d'humanité, mais comment ça s'incarne chez nous ? En fait, on a plein d'exemples au quotidien quand on fait l'accueil public déjà, et puis quand on travaille avec d'autres acteurs du territoire à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'une commune. C'est d'être le reflet justement de la diversité culturelle. Alors, on a des réalités de métropole ici, de ville, mais ça peut se faire également évidemment dans des communes plus petites, probablement plus rurales, mais pour donner à voir la richesse d'un territoire. Et là, c'est aussi à un instant T, c'est faire des projets qui sont l'image, la photographie à un moment donné, mais de réunir et de faire vraiment ensemble. Et là, je voudrais mettre à l'honneur un projet que vous présentera Carole, la collègue bibliothécaire de la bibliothèque de Villejean, qui est le projet Comptine-moi le monde, qui était un projet donc de collectage de comptines dans un quartier, le quartier Villejean, qui est au nord de Rennes, qui est un quartier en politique de la ville. Mais il ne se résume pas à ça, évidemment, mais en tout cas, il donne à voir la richesse des langues, des cultures sur le quartier. Aussi parce que la bibliothèque travaille de manière spontanée, sans se poser de questions, avec beaucoup d'acteurs. Et donc là, il s'agissait de proposer un collectage de comptines aux acteurs petite enfance du quartier. C'est un projet qui s'inscrivait dans un temps fort que nous, on appelle Graines de livres, et qui est un mini-festival. C'est pas franchement un festival en soi, mais plusieurs bibliothèques, en tout cas, sur un événement sur 4 semaines, mais voilà, la création littéraire en général, les albums, ou en tout cas les dispositifs d'écoute aussi, de manipulation pour les 0-3 ans. Et là, Comptine-moi le monde, l'idée, les collègues voulaient permettre, avec d'autres acteurs du quartier, des crèches, des assistantes maternelles, comment dire, il y avait aussi des orthophonistes engagés dans le projet pour enregistrer les comptines en langue originale du quartier, chantées par les parents, les enfants. Et donc, c'est un projet qui s'est déroulé il y a 1 an, sur le premier trimestre 2025. Riche. D'abord, les collègues ont été formés, les acteurs associatifs ont été formés par Nathalie Soussana, qui était responsable de collection chez Didier Jeunesse. Et ils ont collecté. Ils ont fait un gros travail de collectage au quotidien dans la médiathèque, dans la bibliothèque. Et ils se sont associés aussi au LabFab de Rennes 2 pour concevoir une boîte à comptines. Donc le projet est multifacette, c'est-à-dire la conception d'une boîte à comptines, un livret avec les 12 comptines qui ont finalement été sélectionnées pour montrer la variété, la diversité des cultures et des langues. Ce livret a été imprimé. Et il y a eu une restitution en présence du musicien qui a fait les arrangements pour chacune des comptines. Donc ça a été un grand moment convivial, et là on a senti le cœur battant du quartier. Voilà. Mais je vous invite à rencontrer Carole cet après-midi sur les ateliers pour qu'elle vous présente ce projet plus amplement. Mais là, on a senti voilà, on faisait sens avec les habitants, avec les professionnels du quartier, professionnels de la petite enfance. Et puis, je vais terminer peut-être sur le 4e axe, qui est de développer la vitalité, pour moi, du territoire, pour nous, en favorisant les interactions entre les cultures. On a beaucoup parlé, évidemment, des uns et des autres, mais c'est dans ce sens qu'on va vers l'altérité, l'inclusivité et l'interactivité aussi, pour réduire les discriminations. Je pense que ça fait partie de votre ADN à toutes et tous, et peut-être mettre un coup de projecteur sur un projet qui s'appelle Les Voix des femmes de nos quartiers, qui est dans le quartier Champmanceau, qui est en quartier politique de la ville. Les femmes ont été invitées à écrire une chanson
accompagné d'un musicien. Dans le cadre d'un projet plus vaste dans le quartier qui s'appelle Les Sarahs, en référence à Sarah Bernard, pour avoir une occupation positive de l'espace public, là où le narcotrafic avait tendance à prendre la place. Donc elles ont, pendant plusieurs ateliers, ces femmes ont coécrit une chanson et elles ont pu l'offrir en restitution publique dans l'espace public, mais aussi dans la médiathèque, dans la bibliothèque Champmonceau. C'est des projet un peu, j'en parle succinctement, mais qui donne à voir aussi la richesse des quartiers. Ça, est-ce que c'est que cultiver finalement, et se cultiver les uns les autres par le biais de ces actions qui sont menées et tous ces liens qui sont tissés aux personnes, mais j'allais dire aussi les ressources culturelles entre elles, aux structures qui œuvrent aussi sur les territoires, quelles qu'elles soient, institutionnelles, associatives, etc., de multiples formes. Et j'allais dire, ce que tu as amené aussi, c'est, il me semble très intéressant à penser, c'est le lien avec, par exemple, les acteurs sociaux et les partenaires, qui sont là où on a tendance à être cloisonné en termes de politique, c'est-à-dire on a une politique culturelle, on a une politique sociale, on a une politique, etc., éducative, etc. Et là, comment une action qui est portée au départ ou initiée par une structure peut faire le lien et permettre de se parler, de se rencontrer et de se connaître entre acteurs et actrices de secteurs divers et variés. Et comment finalement cette notion de droit culturel peut faire un référentiel commun qui circule et qui permette aussi de se comprendre et d'échanger sur ce qu'on fait. Merci beaucoup, Laure. À toi, Juliette. Donc, comment tu te saisis des droits culturels et quelle importance ça a dans ta pratique quotidienne ? Donc, bonjour à tous, donc, je suis Juliette, donc, je travaille au département musique de la bibliothèque de la Part-Dieu. Donc, pour contextualiser un peu, c'est à la tête d'un réseau de 16 bibliothèques à Lyon. Et c'est une bibliothèque qui fait vraiment un grand écart dans ses missions entre des missions patrimoniales qui ont un rayonnement national, voire international, et des missions beaucoup plus de proximité et d'accueil inconditionnel, je vais le dire aussi, du public. Et c'est une bibliothèque, donc c'est important de le dire, qui se situe entre une gare et un très grand centre commercial, et qui explique aussi qu'on a un public très mixte dans notre bibliothèque. Donc, quand tu m'as demandé de participer à cette table ronde, donc à la bibliothèque, il y a effectivement un groupe de travail en ce moment sur la question des droits culturels. Je viens tout juste de l'intégrer, et donc en musique, en fait, on n'a pas encore formalisé la question des droits culturels, mais j'ai essayé de retrouver en fait des actions et de les relier aux 8 droits que tu as pu évoquer au début. Donc je vais tout d'abord parler de la question de l'accueil inconditionnel et du fait que tout usage est légitime et que je rattacherai au droit à l'identité et à la diversité. Donc au département musique, on accueille un public qui est très fragile socialement, donc des sans-abri qui viennent parfois passer l'entièreté de leur journée en fait à la bibliothèque et qui viennent principalement pour de l'écoute de CD. Donc c'est vraiment le premier accès à la musique qui se fait par l'objet CD. Et c'est un lieu qui est identifié comme sécurisant, où il n'y a pas de limite ni d'accès ni de durée d'usage. Et je trouvais important de parler de cet objet CD qui est vraiment ce premier accès à la musique pour ces publics. Et parfois, c'est un usage que nous, en tant que professionnels, on ne quantifie pas. Et ça nous demanderait, en fait, ça nous demande, et je pense que c'est important des fois de faire un pas de côté par rapport à nos pratiques, notamment de statistiques, où on se base beaucoup sur des chiffres, des taux de rotation, pour poursuivre ou non certains usages ou certaines collections, et que cet usage qui n'est pas quantifié puisqu'il ne donne pas lieu à un prêt, est tout aussi légitime que les autres. Donc je trouvais important de pouvoir questionner cette facette-là de la pratique d'écoute musicale.
Et dans l'accueil, j'ai pensé aussi à tout le lien qu'on a avec des associations qui font de l'accueil de migrants, de personnes qui viennent d'arriver en France et à Lyon, qui viennent visiter la bibliothèque. Et souvent, l'accès à la salle musique, c'est vraiment un moment qui est très joyeux, où c'est une salle qui est vraiment plébiscitée parce qu'il y a un côté familier. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont retrouver aussi un accès à leur propre culture et à la diversité des cultures du monde, donc notamment avec le fonds de musique du monde qui est présent dans notre salle. Et ce matin, il y a eu quelques évocations de tout ce qui est streaming, qui est quand même des plateformes en fait qui mettent beaucoup moins en avant ces musiques du monde, donc qu'on a nous en CD. Un deuxième type d'action qu'on peut mener, qui sont plus liées à la question de l'éducation, formation tout au long de la vie, et à la question de la communauté, c'est toutes les actions qui nous ont poussé en fait à mettre en place le prêt d'instruments de musique, avec la volonté de diversifier nos publics. Donc on avait un public sur le prêt qui est majoritairement masculin, et des hommes d'une cinquantaine d'années dans nos statistiques. Et on voulait s'adresser à un public plus large, au public aussi familial, avec vraiment la volonté d'être des facilitateurs en fait, dans l'accès à la pratique musicale, en essayant de lever des barrières qui peuvent être sociales aussi dans l'accès à la musique. On n'ose pas, ça coûte trop cher. Les écoles de musique, on a l'impression que ça peut ne pas être pour nous, ou on n'a pas commencé jeune. Donc on voulait que ce soit le plus accessible possible, et donc c'est pour ça notamment qu'il n'y a aucune charte à signer pour utiliser un instrument. Ça fait partie de l'abonnement classique, il n'y a rien à payer en plus, et il n'y a aucun prix affiché sur les packs instrumentaux, pour ne pas avoir un effet dissuasif aussi dans l'accès à ces instruments de musique. Et on avait aussi cette volonté en fait, de rendre autonome l'usager dans sa formation, donc en le mettant en lien en fait, entre des instruments et des ressources d'auto-formation, pour aussi avoir ce côté émancipation. Et c'est vraiment quelque chose qui est, à mon avis, réussi de ce point de vue-là. Et je pense notamment, donc il y a une personne âgée qui est venue emprunter un piano il n'y a pas longtemps et qui m'a dit, j'ai toujours eu envie d'en faire, et c'est vraiment la première fois que je vais pouvoir poser mes doigts sur des touches de piano. Donc je trouve ça vraiment très intéressant en fait, qu'il y ait cette envie, cette curiosité et ce côté ludique aussi de se sentir légitime, d'accéder à la pratique musicale. J'ai aussi relié au droit à la communauté, parce qu'autour des musiques, il y a vraiment l'échange de pratiques entre musiciens. Et je pense au service qu'on a mis en place, donc c'est un local de MAO, musique assistée par ordinateur, qu'on avait imaginé au départ pour un usage plutôt d'adulte, dans un usage plutôt individuel. Et en fait, là, c'est des adolescents qui viennent de façon collective. Donc vraiment, pas du tout le public qu'on attendait. Et je trouve ça très intéressant. Donc nous, ça nous demande actuellement de justement réfléchir à faire évoluer ce service pour correspondre aux besoins de ce public-là qu'on n'attendait pas au départ. Et à leur pratique, en fait, et à leur pratique, de création et d'échange. Les choses ne sont pas individuelles. Tout à fait. Le groupe est là. Et le dernier axe que j'ai identifié, c'est donc là je l'ai rattaché au droit au patrimoine, à la participation. C'est tout ce qu'on fait autour du fonds local, donc faire émerger une histoire locale, partagée. Donc depuis 2009, on a un fonds qui s'appelle Mémoire des musiques lyonnaises, qui collecte et numérise tout ce qui est produit par des artistes ou des labels lyonnais. Donc c'est un fonds qui grandit d'année en année. Et ça me semble vraiment important de le relier à la question des droits culturels, parce que souvent, ces patrimoines locaux ne sont pas sauvegardés ou valorisés, parce qu'ils sont contemporains ou parfois de l'ordre de l'émergence aussi. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant que nous, on ait un rôle aussi dans cette transmission. Et autour de ce fonds, on a différents types d'actions. Et je voulais parler de 2 expositions qu'on a pu mener à la bibliothèque. Donc une en 2019 sur le rock à Lyon, et une en 2025 qui était sur l'émergence des musiques électroniques à Lyon dans les années 90, donc qui a eu lieu l'an dernier.
Et sur ces 2 expositions, on a vraiment voulu les construire de façon participative. Donc on a fait des appels à contribution du public en fait, pour collecter des témoignages. Donc on a rencontré 75 personnes qui avaient vécu cette période-là, qui pouvaient être des artistes, des organisateurs de concerts, mais aussi des gens qui étaient dans le public à ce moment-là, qui nous ont livré en fait des témoignages donc individuels qu'on a enregistrés, sur lesquels on a travaillé. Ils nous ont aussi prêté des milliers d'objets, donc on a pu exposer ensuite. Et à partir de ces témoignages, en fait, ça nous a permis en fait, vraiment de reconstituer une mémoire collective locale qui n'avait jamais été racontée ni travaillée par des chercheurs notamment. Et avec toujours cette idée de s'adresser aussi à un grand public, de ne pas être juste dans de la nostalgie entre un petit groupe voilà, de personnes qui avaient vécu cette époque-là, et donc de travailler aussi ce côté intergénérationnel. Et je pense que c'est ce qui fait que cette exposition a très bien fonctionné. Donc on a eu 53 000 visiteurs en 7 mois d'ouverture, avec un public très jeune qui est venu, donc des jeunes adultes qui écoutent des musiques électroniques, mais voilà, connaissent pas forcément le contexte difficile de l'émergence de ces musiques, et qui ont pu dialoguer donc à la fois avec des témoins de cette époque-là. On a notamment fait des visites guidées avec des témoins, donc en binôme, pour vraiment donner la parole aussi à ces personnes. Et puis, c'est vraiment des moments où il y a des rencontres de public. Enfin, je trouve dans les bibliothèques, c'est vraiment ce qui se passe. Il y a des gens qui ne se seraient jamais croisés dans d'autres contextes, qui se parlent. Et donc j'ai fait une visite guidée une fois qui a fini dans une discussion très intéressante entre une dame assez âgée qui n'écoutait pas du tout d'électro et un jeune qui organisait des free parties. Et voilà, pendant 3 quarts d'heure, ils sont restés à la fin pour partager voilà, leur expérience. Donc c'est vraiment super intéressant. Et autour de la question de communauté, sur cette exposition, on a aussi voulu la rendre la plus accessible possible, donc, notamment aux personnes sourdes et malentendantes, avec différents dispositifs dans l'exposition. Il y avait du sous-titrage aussi, des vidéos. Et on a fait des visites guidées donc avec une personne sourde qui est influenceur et qui aime beaucoup les musiques électroniques et qui est venu faire des visites guidées. Donc, il s'est approprié en fait le contenu de l'exposition qu'on présentait, et il a fait appel aussi à sa propre communauté. Donc, je trouve ça important aussi de se reposer sur des référents qui, eux, peuvent dialoguer en fait avec la communauté qu'on espère. Nos fameux médiateurs. Voilà, c'est ça. Au sens noble du terme, c'est le lien de. Tout à fait. Ouais. Et donc aujourd'hui, je trouvais très intéressant d'essayer de me questionner sur qu'est-ce qu'on fait déjà aujourd'hui dans la bibliothèque. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de travailler donc avec Cyril Michaud, qui est responsable du département, pour que ça soit vraiment un fil rouge en fait de nos futures actions ou projets, avec un enjeu qui me semble primordial, c'est que ce soit vraiment approprié par nos équipes, que ça reste pas juste entre nous, et vraiment que ça soit quelque chose qui soit intégré à notre travail quotidien, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Juliette. Bon, il y a beaucoup d'éléments qui sont posés à travers vos 3 témoignages. Peut-être qu'on peut vous laisser la parole aussi pour soit apporter, renforcer un témoignage par votre propre expérience, ou poser une question de précision si vous en avez envie. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions ou des... Ouais. Là-bas. Ah, il y en a pas mal. Allô. Bonjour et merci. J'ai vraiment profité de votre parole. J'ai 2 questions. Première question, c'est plutôt... je vois 3 responsables, ou peut-être vous 4, et alors le thème
de cette rencontre, ces droits à défendre, ou thème, pas thème. Mais... Et alors, mon question, c'est plutôt, on a parlé beaucoup de droits culturels, c'est quoi et comment vous faire ça? Est-ce que vous pensez comme responsable, comme les gens dans la situation de pouvoir, est-ce que c'est ces droits vraiment à défendre ou non? Il n'y a rien à défendre dans votre opinion, vous juste faites, les gens, la ville, le département, la République, ils sont d'accord que c'est un droit, il n'y a pas vraiment la bataille. Ça, c'est mon question pour vous. Est-ce que vous bataillez, vous, ou il n'y a pas de bataille? On travaille. C'était aussi le sujet du deuxième tour qu'on allait faire, mais c'est très bien de le poser dès à présent. Effectivement, c'est où est-ce qu'on ressent qu'il y a un enjeu majeur à l'heure actuelle de reposer les droits culturels. Pourquoi on doit reposer que la musique est un droit culturel? Donc effectivement, allons-y pour répondre à quelle problématique et quel enjeu. Du coup, ça fait qu'on enchaîne un peu sur l'autre question. Moi, ça me semble vraiment important aujourd'hui de réaffirmer la musique comme un droit culturel au sein de notre profession, parce qu'il me semble que c'est souvent un domaine qui est pensé un peu comme à la marge, comme une variable d'ajustement, et qu'aujourd'hui... il y a beaucoup de bibliothèques qui choisissent de diminuer leur collection, voire de les supprimer. Enfin, collection musicale, hein, parce que les autres, non, ça n'est pas évoqué. Il y a des nouvelles bibliothèques qui ouvrent sans collection. Alors, je ne vais pas empiéter non plus sur la table ronde 2 qui va aborder aussi cette question-là. Mais moi, je me dis, comment est-ce qu'on peut faire vivre la diversité à la fois de notre public et de la création culturelle et musicale s'il n'y a plus ces collections dans les bibliothèques. Et comment nous, on se positionne justement comme médiateur, notre rôle de médiation qui est pour moi vraiment crucial. Et on pourrait se dévaloriser en disant, voilà, non, on arrête ça, il n'y a plus de CD dans la bibliothèque, vous avez juste une offre clé en main, et voilà. Par rapport aussi à ma situation au département musique, si on n'offrait plus de collection de CD, pour l'instant c'est pas quelque chose qui est abordé par notre direction, mais ça pourrait. Pour moi, ça veut dire qu'on décide de ne plus s'adresser à un certain public. On leur dit, voilà, je ne vous rends plus service. Donc c'est vraiment des choses qui questionnent. Et je pense que dans le contexte social et politique actuel, qui est quand même très tendu, qui se tend de plus en plus, c'est vraiment important qu'on travaille cette notion de droit culturel avec justement un collectif qui sont les équipes et pas juste les responsables, pour qu'on se rende compte qu'en fait c'est pas des notions abstraites, mais vraiment que c'est des enjeux éthiques qui sont directement liés à nos missions de service public en fait, et qu'il faut le défendre et que ce soit un fil rouge qui sous-tende toutes nos actions. Pour convaincre aussi les hiérarchies ou les élus que la place de la musique en bibliothèque, elle est pas négociable en fait. Voilà. Juste avant que tu complètes ce propos, c'est redire aussi, peut-être réaffirmer que la démocratie n'est pas un État, mais une culture permanente. On a toujours à œuvrer et à faire, à travailler pour venir pointer ce qui vient fragiliser une démocratie. Donc on ne peut pas se satisfaire d'une société qui, en principe, se dit ouverte et accueillante. Et tu l'as dit aussi toi-même, qu'est-ce qu'on représente dans l'espace social les uns par rapport aux autres? On a toujours à ferrailler pour tisser les liens. Et si on les tisse, c'est qu'ils ne sont pas forcément là d'emblée et que chacun et chacune dans cette société-là n'a pas forcément, se considère pas comme légitime ou a sa place ou un rôle à jouer aussi dans ce qu'on cultive en commun dans une société démocratique. Donc il y a toujours à réaffirmer ça fortement. Et alors, en ce moment, au vu des attaques constantes à la fois des démocraties et des droits humains fondamentaux, je pense que reposer ça, nos actions, la politique publique, le service public, comme une garantie de l'exercice de ces droits fondamentaux dans une société démocratique, je crois qu'il est encore, j'allais dire,
dire, encore plus fondamental de le reposer comme tel, pour que justement l'humanisme, ou c'est souvent ça qu'on entend aussi dans la société à l'heure actuelle, c'est comme si c'était un mouvement de quelques-uns en particulier qui s'agitent dans la société. Voilà. Non, c'est pas un mouvement, c'est le socle même de nos démocraties. Et s'ils en sont le socle, ils doivent en être une boussole permanente également, quoi. Et que là, il y aura toujours du travail à faire. Aimé Césaire le disait très bien, c'est un combat quotidien et dans nos pratiques, aux uns aux autres. Et ce qui me fait juste, pardon, je prends un peu en termes de responsabilité, on ne va pas porter chacun individuellement toute la responsabilité des droits culturels, c'est effectivement plutôt collectif qu'on la porte collectivement qu'on la porte cette responsabilité. J'allais dire, la question c'est comment on y contribue. Chacun et chacune à son endroit, dans sa situation, dans son contexte, comment ces droits culturels se vivent et se traduisent pleinement. Et pour ça, on a beaucoup à se relier et à échanger pour justement se rendre beaucoup plus fort collectivement sur la défense de ces droits fondamentaux. J'arrête là pour l'instant, parce qu'après... Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais peut-être pour vous répondre, je pense que le combat, il est quotidien et permanent. Je voulais juste reprendre ce que tu disais au tout début sur le moment où les droits culturels sont arrivés dans les droits fondamentaux. Je crois que c'est René Cassin en 1947 qui a participé à cette inclusion-là et qui l'a fait parce que il disait que quand les nazis est arrivés au pouvoir, la première chose qu'ils ont fait, c'est de couper les droits à la culture des personnes pour mieux les déshumaniser. Et je pense que le combat aujourd'hui, il est là aussi, en vrai. Nous, on est une salle de musiques actuelles. On peut programmer Made in à l'Antipode sans que ça pose de problème. Nos collègues qui sont à Nice, s'ils programment Made in, ils n'ont plus de subventions, par exemple. Le droit, c'est un autre droit, la liberté de création et de diffusion, qui est un droit connexe, qui est attaqué aujourd'hui de toutes parts et très fort. Nous, on a la chance à Rennes de ne pas subir encore ces attaques-là. Mais je sais que même parmi vous, il y a très certainement des personnes qui sont aujourd'hui dans les municipalités gouvernées par l'extrême droite. On en est là, on en est vraiment là. Et donc, il est d'autant plus important de faire résonner les droits culturels encore dans nos structures aujourd'hui et de les porter haut et fort. Parce que, en fait, c'est les premiers qui vont être attaqués et qui le sont déjà quand les forces obscures arrivent au pouvoir. Merci. Oui, j'ai assez peu de choses à ajouter, mais en effet, je partage le fait que les droits culturels doivent être fondamentaux dans nos pratiques quotidiennes et diffuser l'ensemble, je pense, de nos activités, de nos services, de notre offre, mais aussi de nos manières d'échanger entre collègues. Donc, en tout cas, on a un soutien, je pense, de la part de nos directions, de nos politiques à Rennes. Je précise en effet on a des politiques volontaristes sur cette dimension et on sait que ce n'est jamais acquis. Donc, je voudrais aussi faire peut-être l'écho à Juliette, dire, moi j'ai parlé essentiellement de format de projet, d'action culturelle, de travailler ensemble, mais c'est un dialogue permanent aussi avec les ressources, avec nos lieux de collection, qui inscrivent aussi le temps des choses, qu'on perd, par exemple avec les plateformes de streaming, où on n'a plus cette unité de création d'albums, de labels, enfin voilà, je ne vais pas reparler aux professionnels que vous êtes, mais notre idée quand on crée des projets, quand on va jusqu'à les construire, à les diffuser, à travailler avec les uns et les autres, c'est aussi de faire l'écho à nos lieux de ressources et à nos collections. Et pour dire que je pense que si on doit en faire un plaidoyer, je ne sais pas si on est encore tout à fait là, mais c'est de se dire que la musique est aussi un des vecteurs de convivialité, de fidélisation de nos publics, puisque la musique est, je pense, dans ce qu'on offre dans l'ensemble de nos espaces, un des éléments les plus accessibles par toutes et tous, quelle que soit son origine, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle. Voilà, c'est fondamentalement sensible, peut-être davantage que l'écrit,
que l'imprimé, que la littérature, que voilà. Donc, je pense que si on veut aussi que nos lieux restent vivants, eh bien, on doit avoir la musique comme un des piliers, au même titre que des collections documentaires. Voilà. Enfin, en tout cas, je vois pas d'autres vecteurs de partage. Voilà, on parle souvent de tiers-lieux, etc. Mais en effet, la musique est un des piliers du vivre ensemble, de fidélisation de nos publics. Et ça, c'est quand même, je pense, un levier que nos élus entendent aussi. Puisque quand ils viennent, et qu'ils voient un concert dans nos lieux qui ne sont pas des lieux normalement dédiés à la diffusion, ils voient des gens unis avec des grandes jauges, puisque quand même, on peut le dire, on cherche aussi à avoir de la fréquentation. Je crois, si vous regardez toutes et tous vos propositions, les rencontres musicales font partie des rendez-vous qui connaissent le plus de public. Non ? Je crois. Bonjour, j'ai une petite réflexion. Si on veut faire en sorte que la musique soit un droit culturel, alors je comprends l'intention louable de prêter des instruments, de laisser les gens dans l'auto-formation, mais je pense que si on veut vraiment faire en sorte que la musique soit un droit culturel, ça va passer par la pratique. Et mon message s'adresse aux représentants de la DRAC. Je pense qu'il faut vraiment insister sur l'éducation artistique et mettre les moyens pour que les gens pratiquent. Et parce qu'ils vont pratiquer, ils vont pratiquer aussi avec leurs pairs. Et ça, c'est toute la dimension éducation populaire développée par les MJC. Donc bravo pour ce travail. Les écoles de musique, les conservatoires font leur part aussi. Et parce qu'on apprendra avec ses pairs, on va progresser, on va se mesurer aussi, parce qu'il y a du travail. Et on va s'intéresser à la production musicale existante et donc fréquenter les bibliothèques. Donc je pense que seulement prêter des instruments ne suffira pas à défendre un droit culturel de la musique. Donc il y a vraiment au ministère et dans les municipalités, et même peut-être l'éducation nationale, à donner vraiment des moyens pour que les gens pratiquent et que ça ne soit pas que dans l'auto-formation, mais aussi dans le collectif et la dimension collective des apprentissages. Donc pour moi, c'est fondamental, et si on ne passe pas par là, on fera qu'un petit travail de sauvetage de la musique et on vivochera. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, effectivement, ça ne suffit pas, mais c'est intéressant de le poser, parce que ça n'y était pas avant. Et je pense que c'est hyper important de le poser comme tiens, une question, le prêt d'instruments, pour justement aller sur ces questions-là de la pratique et s'interroger, mais tiens, les gens, ils pratiquent où déjà ? Parce qu'il y a des appartements, par exemple, qui ne permettent pas forcément de pratiquer son instrument à tout va ou quand on veut, quand on veut, oui. Et effectivement, viennent derrière toutes ces questions-là. Alors après, est-ce que c'est à par exemple, Juliette, là, qui est en charge de ce service-là, de s'en occuper ? Peut-être que justement, c'est là où on crée des liens. Où est-ce qu'on exerce de la musique ? Quand est-ce qu'on la pratique ? Qu'est-ce qui est possible en fait de faire ? Et je pense aussi que là aussi il y a un rôle de médiation à avoir sur tiens, il existe ça, c'est des informations qui transitent et qui circulent avec les personnes. Et encore une fois, c'est une culture permanente, cet enjeu de démocratie. Donc, à chaque fois qu'on amène quelque chose, il y a forcément un point qui nous reste aveugle et qu'on doit travailler. Mais pour le percevoir, ce point aveugle, il faut poser quelques petites premières pierres en fait à cette question-là. C'est vraiment la question d'avoir un premier accès à cette pratique musicale, avec parfois des personnes après qui font le pas de continuer, d'avoir leur propre instrument ou de prendre des cours, si on va être vraiment sur de la pratique accompagnée. Je pense que c'est aussi la question de s'inscrire dans un territoire, donc avec des partenariats qui peuvent se faire avec des MJC, avec des écoles de musique, avec d'autres partenaires qui peuvent faire justement le lien entre ce premier accès et puis la poursuite. Et après, alors
à la Part-Dieu, nous, on est confrontés à des problèmes de bâtiment aussi. On ne peut pas offrir des espaces de pratique musicale sur place, mais c'est quelque chose qui, en projet sur des travaux de rénovation, mais qui n'arriveront pas très rapidement, malheureusement. Mais avec cette envie, voilà, je parlais de l'échange de pratiques entre musiciens, entre pairs, et que c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait. Enfin, ça faisait partie en fait du projet initial de prêt d'instruments de musique. Il n'y avait pas que le prêt d'un objet, mais aussi la mise en lien de musiciens entre eux. Et on aimerait vraiment, voilà, pouvoir offrir des espaces pour que les gens puissent se retrouver et faire de la musique à la bibliothèque. Parce que comme tu le dis, effectivement, en ville, ça peut être difficile aussi de pratiquer un instrument. On le voit très bien, les percussions sont beaucoup moins empruntées que les instruments qui peuvent se jouer au casque. Et je pense que c'est surtout pour des questions de... Mais là, du coup, vous devez développer aussi une sorte d'expertise sur ce que nécessite en fait tout le développement d'une culture musicale. Et je suis bien d'accord avec vous que ça, c'est un point qui reste souvent très complexe et très problématique. Et du coup, ces informations-là, est-ce que, par exemple, vous rencontrez d'autres structures qui auraient cette capacité-là à accueillir des praticiens? Est-ce que vous êtes en relation, plus qu'en contact, mais en relation avec ces acteurs-là pour justement donner cette continuité et cet écosystème qui est nécessaire à la pratique musicale? Alors on a surtout donc une programmation culturelle donc autour du prêt d'instruments où là ça sera justement donc des intervenants extérieurs parce que nous on n'est pas forcément musiciens ou experts autour du prêt d'instruments de musique, donc voilà, on fait intervenir des partenaires ou des musiciens professionnels qui vont pouvoir justement voilà, accompagner les emprunteurs ou voilà, des personnes qui vont découvrir ces instruments-là dans la pratique. Ça peut être en écho, par exemple, à l'exposition sur la techno, où là, on avait une série, c'était une résidence de médiation, en fait, donc autour des instruments pour sampler, où là, il y a eu voilà, des dizaines de rendez-vous avec des adultes, des enfants. On a aussi accueilli donc, des détenus qui ont pu découvrir ces instruments-là. Donc voilà, c'est un peu dans ces formats-là aussi où on fait venir des personnes extérieures pour faire de la médiation. Merci Juliette. Bonjour. Vous avez beaucoup parlé des droits culturels par rapport au public, par rapport au travail fait avec d'autres acteurs. J'aimerais savoir si ça a apporté des réflexions dans les équipes, au sein du travail entre collègues, et si ça peut jouer aussi sur la constitution des équipes, donc sur le recrutement des bibliothécaires. Je vais peut-être commencer pour vous dire que dans les bibliothèques de Rennes, les 11 municipales et la bibliothèque des Champs Libres, on commence un chantier d'écriture de PCSES, donc de projets culturels et scientifiques, et je pense que ce sera un des éléments importants à discuter en format atelier, puisque les équipes sont concertées. Voilà. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire sur les recrutements, mais on a, à l'Antipode, au moment de la préparation du projet, quand même cherché à avoir aussi des professionnels déjà aguerris, voire musiciens eux-mêmes, mais ça a créé un biais, en fait, une forme de discrimination positive, certes. Voilà. Enfin, j'ai pas beaucoup plus d'éléments, mais c'est certain qu'on a, si on veut l'affirmer encore, la place de la musique, voilà, on doit aussi se questionner sur les compétences en interne, la formalisation, voilà, en effet. Et je me permets, à l'échelle de notre association, quand on est arrivé ici, on a aussi retravaillé complètement l'organigramme et la façon d'interagir entre les personnes dans le travail, en essayant de casser un organigramme hiérarchique pour arriver à un organigramme beaucoup plus respectueux des personnes. Ça, c'est une première chose, et ça fonctionne plutôt bien. Je ne vais pas le détailler parce que ça va être un peu long. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'interroge, nous, beaucoup sur la constitution même de notre équipe, le fait qu'on ait en majorité des personnes blanches,
d'un certain âge, avec un certain niveau de diplôme, et pour essayer justement de conscientiser. Alors déjà on le conscientise, c'est une première étape, pour essayer de passer au stade supérieur. On met en place pas mal de formations d'équipe. On a travaillé beaucoup sur les questions d'égalité, et aujourd'hui on va travailler plutôt sur les questions de diversité. Ça passe par de la formation, ça passe par de la conscientisation, par une capacité à penser l'autre que soi, et à sortir de l'entre-soi aussi. C'est pas toujours évident, mais en tout cas ça fait vraiment partie des enjeux que nous on s'est fixés pour les années à venir, parce qu'ils nous paraissent essentiels. Petit problème de micro. Oui, bonjour, Mireille Vincent, bibliothèque de Nîmes. Je voudrais revenir sur le prêt d'instruments et notamment du piano. On a eu en pension un peu imposé un piano à queue dans notre espace musique qui était là, stocké par l'école de musique, le conservatoire, et avec un panneau énorme, interdiction de toucher à ce piano. Hein. Et il ne nous appartenait pas, il était vraiment là, comme ça. Et les gens, les usagers, le voyaient tourner autour et avaient vraiment envie de s'en servir. Et on ne pouvait pas, on était obligé de les engueuler. Donc on n'aime pas tellement ça en général. Et ça nous a permis de négocier et d'obtenir un piano. C'est-à-dire de pouvoir dégager ce truc encombrant qui prenait tout notre espace. Et ils nous ont prêté un piano électrique, mais assez chouette. Et ça a complètement transformé l'espace. C'est-à-dire qu'avec, il y avait des casques, les gens venaient, et vraiment c'était un espace un peu sombre, un peu froid, qui était un peu squatté par des gens qui servaient à rien. Hein. Et donc, Et là, maintenant, on a des gens, enfin, vraiment, on a une mixité des publics. Les gens viennent jouer régulièrement, des jeunes, des vieux. Ça sert tout le temps. Et c'est vraiment chouette. Et ça nous permet d'avoir négocié l'achat par la bibliothèque d'un piano qui va être à nous, vraiment. Et ça va être le tremplin pour éventuellement avoir d'autres instruments, et notamment peut-être une guitare ou des choses comme ça. C'est vraiment le début de quelque chose. Voilà. Donc d'une contrainte, on a essayé de faire quelque chose de bien, et ça marche très très bien. J'espère que les personnes qui servaient à rien servent à quelque chose. Non, c'est une expression qu'on... Personne ne sert à rien. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on voulait reposer. On n'est pas là pour servir à quelque chose. En bibliothèque, il faut être productif et emprunter des documents. Eh oui. Si on n'emprunte pas des documents, on ne sert à rien. Ok, merci pour le... Oui, bonjour. Je travaille depuis 13 ans à la médiathèque de Vichy. Singulièrement, vous l'avez fait remarquer, la table est composée de responsables de médiathèques de grandes métropoles restés à gauche, et c'est pas étonnant. Voilà. Du coup, la réalité est tout autre dans des petites communes et dans d'autres endroits de la France. Pour notre part, nous, j'étais venu il y a une dizaine d'années à des RNBM, et j'avais posé un peu la même question d'ailleurs. Nous, la réalité, c'est une baisse de budget de 60%, la perte d'un équivalent temps plein sur 3 dans ces 10 années. Je me pose la question effectivement de quelle peut être l'action justement de la CIM, et c'est pour ça que je reviens, vis-à-vis de la perte de l'accessibilité à ces droits culturels musicaux dans une grande partie de la France. Carrément, dans le Puy-de-Dôme, la BDP a supprimé, a bazardé tout son fonds musique, donc ça veut dire plus de musique transmise dans la ruralité. Donc je suis très content d'avoir de belles initiatives qui sont présentées ici, mais bon, pour ma part, j'ai pas les moyens ni humains ni financiers de pouvoir aller sur ces choses-là. Donc moi, ce que je viens chercher ici, c'est voir
savoir en quoi la CIM, notamment parce qu'en plus nous sommes pour la plupart des fonctionnaires et qu'à l'intérieur de notre statut justement est dit l'idée qu'on a aussi le devoir en tant que fonctionnaire de s'opposer à nos tutelles quand les droits primordiaux des êtres humains ne sont pas respectés. Donc, quand n'est pas respecté cet accès aux droits culturels musicaux, est-ce que la CIM a vocation, elle aussi, à s'opposer à nos tutelles, à essayer de rassembler les différents acteurs de la musique, que ce soit les associations ou que ce soit les acteurs, les intermittents du spectacle qui sont eux aussi attaqués, puisque là, le tableau est assez terrible entre les baisses des budgets au niveau du ministère de la Culture, mais aussi celui des collectivités locales. On demande un président de la CIM dans la salle. Alors, juste pour préciser, peut-être qu'on représente des endroits plutôt citadins, mais non. Moi, je viens de Haute-Loire, donc on n'est pas très loin, et de Tence, à côté du Chambon-sur-Lignon, qui est plus connu, mais c'est vraiment le fin fond de la ruralité. Et pour le coup, j'ai une petite vision assez... et donc avec aussi des courants politiques qui peuvent vraiment faire obstacle à l'exercice de nos droits culturels. Mais il y a de l'organisation en campagne. Vraiment, il y a de l'organisation et une manière aussi de répondre aux enjeux qui se posent en termes de démocratie et de respect des droits fondamentaux des personnes. Alors c'est plus souterrain pour l'instant parce que si on se rend trop visible, le problème c'est que on se fait aussi du mal. Donc voilà, mais en tout cas, et notamment l'appui de la lecture publique, du réseau de lecture publique qui est obligé d'être en réseau sur des territoires parfois vastes et avec des problématiques majeures de budget aussi. C'est un appui considérable pour les associations et autres structures ou même collectifs de personnes parce qu'on a une écoute. Alors peut-être qu'on a de la chance là sur le réseau du Haut-Lignon d'avoir une directrice de la lecture publique hyper sensible aux liens qu'elle peut tisser sur le territoire parce qu'elle ne peut pas les tisser avec justement d'autres instances. Voilà. Donc elle s'appuie beaucoup sur les populations et sur les façons de s'organiser sur le territoire pour justement faire valoir et poursuivre le travail malgré tout. Et j'allais dire, c'est quelque chose qui nous rend plus forts aussi, ces états de crise qui nous met vraiment en alerte. Alors je ne vais pas dire super, il y a la crise, mais on a encore des capacités de s'organiser, de mutualiser, de créer des espaces d'échange justement pour mieux se connaître et enfin se rassembler aussi, retisser les liens. Encore une fois, la responsabilité de l'effectivité de ces droits culturels, elle ne vous incombe pas à vous tout seul et c'est dans vraiment les relations et les liens qui peuvent être tissés. La CIM, c'est une organisation qui permet de trouver des points d'appui, des façons justement de développer des forces quand on est attaqué. Donc je suis Anne Tricard, je suis coprésidente de la CIM. Du coup, je vais répondre en 2 mots, assez rapidement, à tes interrogations et puis vos interrogations probablement. Alors, qu'est-ce que peut faire la CIM ? Alors, la CIM, elle peut faire ce que ses adhérents lui permettent de faire. Donc, déjà, dans un premier temps, adhérer. Et tous les ans, on fait des appels assez insistants pour participer à nos travaux. Et participer à nos travaux, c'est aussi participer à nos actions. Et on est relativement peu nombreux à s'engager en passant du temps pour faire que la CIM puisse continuer à vivre et éventuellement puisse avoir un certain poids, mais il sera toujours léger dans les combats dont tu parles. Donc j'ai envie de vous répondre qu'effectivement c'est possible, peut-être que la CIM puisse être un acteur, et j'espère, un acteur efficace pour défendre les droits dont on parle et puis pour aussi défendre les grandes et plus petites bibliothèques qui ont besoin de notre soutien et du soutien de tous. Mais c'est pas possible de le faire à 4 ou 5 ou moins de 10 personnes.
Et donc, je vous encourage, tous et toutes, à vous impliquer plus. Et plus il y aura de monde impliqué, plus on pourra intervenir dans des formations, plus on pourra faire des groupes de travail. Cet après-midi, par exemple, il y aura un atelier autour du manifeste pour la musique en bibliothèque qu'on souhaiterait mettre à jour et diffuser justement, mais il faut qu'il soit actualisé. Il y en a déjà un qui existe, il est plus tout à fait d'actualité, voilà. Donc ça peut être aussi un moyen. Alors voilà, qu'est-ce que peut faire la CIM? Elle peut rien faire sans ses adhérents. Voilà, c'est vraiment la réponse un peu bateau, mais qui vraiment par expérience est réelle. Donc je vous encourage à venir nous voir, à nous écrire, à nous voilà, pour vous engager. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, après il y a les consignes. Ah bah oui. Et il y a l'AG demain, voilà, on en reparlera. De toute façon, je vous lâche pas comme ça sur le sujet. Donc on en reparlera. Et donc, est-ce que vous souhaitez conclure ou c'est bon? Est-ce que vous avez un mot? Sinon, je vais donner les consignes, mais vas-y. Pas forcément. Non, Si tu me permettais peut-être juste de rajouter que désormais, on a une loi, la loi Robert, qui est aussi un soutien pour nous en tant que service public, service de lecture publique, à soumettre à nos chers élus quand on est en grande difficulté. Bon, voilà. Merci de le rappeler. Effectivement, oui, c'est très bien. Oui. C'est là où la loi, on en voit l'importance. C'est une assise. Nous, c'est aussi toute la légitimité de notre travail à Réseau Culture 21. On a beaucoup plus de légitimité dès lors qu'on s'appuie sur les droits fondamentaux et leur inscription dans la loi NOTRe aussi, qui régit les compétences entre les collectivités. Très important aussi dans le milieu rural et la loi Robert, effectivement, plus spécifique à la lecture publique, qui permet aussi d'avoir des assises et de se sentir légitime à travailler ces questions-là et à s'organiser pour que ces droits puissent être effectifs dans les territoires. Ah ouais, oh là là. Ouais, et ça va être la dernière intervention, si ça peut être un petit peu rapide. Merci de descendre. Bonjour, c'était juste pour abonder dans le sens de ce qu'il vient de dire pour la CIM. Je suis Eleonora Lebouec, je suis la présidente de l'ABF Bretagne. Je voulais dire que la CIM est aidée et on travaille en plusieurs associations sur la question des droits culturels de la musique. Et vous dire que on aimerait avoir votre avis, vous spécialistes de la musique, sur une trousse à outils, une trousse de survie que l'ABF va publier cette semaine sur la question de la politique documentaire et de comment se positionner quand on a un changement d'élu. Donc si vous avez des choses à nous dire en association cousine sur la question de des nouveaux défis qui se posent, que je ne vais pas redire, on est preneur et vous avez tout le soutien d'une autre association sur ces questions-là. Oui, merci beaucoup. On va clôturer cette première table ronde. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Je pense qu'on pourrait continuer à discuter encore.